Bonsoir et bienvenue au premier webinaire de la Société canadienne de l'hémophilie sur la thérapie génique. Je m'appelle Chantal Raymond, je suis responsable nationale des communications à la SCH. Avant de commencer, je voulais quand même profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne journée mondiale de l'hémophilie. Je voudrais aussi mentionner rapidement que le webinaire est présentement enregistré et sera accessible sur le site web. Donc, l'enregistrement sera accessible sur le site web de la SCH dès que possible. Nous allons envoyer un message à tous ceux et celles qui se sont inscrits au webinaire ce soir pour vous informer quand ce sera le cas. Alors, donc, le programme ce soir va comprendre des présentations, tout d'abord avec le docteur Jean Saint-Louis et ensuite avec David Page. Docteur Saint-Louis est membre actif du service d'hémato-oncologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal et professeur agrégé au département de médecine de l'Université de Montréal. Il est co-directeur du Centre d'hémostase du Sainte-Justine et cofondateur du Centre québécois des inhibiteurs de la coagulation. C'est un résumé, il y en a plein d'autres informations qu'on aurait pu donner. Alors, docteur Saint-Louis, merci d'être là avec nous. C'est vraiment apprécié. À vous la parole. Alors, j'ai quelques conflits d'intérêts qui sont listés sur cette diapositive-là. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller au résultat des thérapies géniques, mais je ne veux pas présumer que tout le monde est familier avec le concept de la thérapie génique et comment c'est différent du traitement standard auquel vous êtes habitué, soit le remplacement du facteur 8 ou du facteur 9 quand on est hémophile. Donc, on parle ici de traitement pour substituer ou produire du facteur 8 ou du facteur 9 d'une façon différente. Donc, le produit qu'on veut avoir dans la circulation sanguine, c'est bien le facteur 8 et le facteur 9. Le facteur 8 et le facteur 9, ce sont donc des protéines ou une molécule ou une substance infiniment petite qui circule dans le sang et qui est essentielle à la coagulation du sang. Normalement, le facteur 8 et le facteur 9, donc, ils proviennent, leur source naturelle, ce sont des cellules dans le corps humain. Dans le cas du facteur 8, ce sont des cellules qui tapissent l'intérieur de veines du foie, spécialisées pour fabriquer le facteur 8. Et dans le cas du facteur 9, ce sont les cellules principales du foie lui-même qui sont la source ou la manufacture des facteurs dans le corps. Puis, dans les cellules, chaque facteur est fabriqué à partir d'un moule ou d'un gène dans les cellules. Donc, un gène, c'est vraiment un moule à partir de laquelle la cellule peut fabriquer la protéine qui va être donc chaque cellule a un gène qui sert à fabriquer des milliers et des milliers de facteurs 8 et de facteurs 9. Alors, les gens qui sont atteints d'hémophilie, c'est que le gène ou le moule est absent ou défectueux dans les cellules qui fabriquent le facteur 8 ou le facteur 9. Et le traitement génique, c'est au fond un concept qui est différent, qui est nouveau et qui consiste à dire si au lieu d'injecter dans les veines du facteur 8 ou du facteur 9 à tous les jours ou à toutes les semaines, on pouvait injecter une fois des milliers de milliards de petits moules, donc de petits gènes qui se logeraient dans les cellules du foie et permettraient maintenant à ces cellules-là de reprendre la production autonome de facteur 8 ou de facteur 9 pendant plusieurs années ou indéfiniment. Ce serait génial, non? Donc, c'est ça le concept du traitement génique, c'est qu'on tente de remettre dans les cellules qui fabriquent normalement les facteurs le moule ou le gène qui permet de les fabriquer. Pardonnez-moi. Comment transporter ces milliards, ces milliers de milliards de petits gènes, de petits gènes dans les cellules du foie? Bien, il faut un transporteur qu'on appelle un vecteur ou qui est comme une capsule. Cette capsule, elle est fabriquée à partir d'un virus. Donc, c'est important quand on parle de virus de dire que ce n'est pas un virus vivant complet, mais c'est une portion de virus, surtout sa capsule à l'intérieur duquel on a placé le gène. Le virus qui est utilisé, il y en a quelques-uns, mais ils sont tous de la famille qu'on appelle AAV, Adeno-Associated Virus, ou virus. Ce sont des virus assez bénins auxquels beaucoup de personnes sont exposées, des virus qui ne causent habituellement pas de maladies sévères ou chroniques. Il y en a plusieurs sous-types, mais ils ont tous une affinité pour les cellules du foie. Et comme c'est dans les cellules du foie qu'on veut faire fabriquer le facteur 8 ou le facteur 9, on utilise ce virus-là, donc la capsule du virus, pour
acheminer donc les gènes dans les cellules du foie. Cependant, certaines personnes qui ont déjà été exposées à ces virus AAV ont des anticorps contre le virus, donc ils sont immunisés et pourraient au fond rejeter ou détruire au fur et à mesure qu'on injecte donc le traitement, le rendre inadéquat ou inefficace par donc ces anticorps contre le AAV. Alors ici, c'est une représentation très simple où on voit un gène, donc l'ADN qui est représenté souvent comme cette échelle à double hélice, et puis l'enveloppe qui provient du AAV. Alors, on peut fabriquer donc ces capsules. En fait, elles ne sont pas injectées directement dans le foie, elles sont données par une perfusion intraveineuse. Donc, on fabrique ce vecteur qui contient le gène. C'est contenu dans un sac qui contient plusieurs millilitres de liquide où sont les particules du vecteur et c'est injecté par une veine du bras, un peu comme on administrerait un soluté ou du facteur 8 ou du facteur 9. Et à cause de son affinité pour le foie, donc les vecteurs vont se lier aux cellules du foie, les cellules hépatiques, et le gène va pouvoir s'installer dans le noyau. Mais comme le disait tout à l'heure Dr. Title, la grande majorité ne s'intègre pas dans l'ADN ou dans les chromosomes, mais elle reste dans le noyau à la périphérie du chromosome où il y a moins de risques de causer des mutations. Alors, des questions importantes qu'on peut se poser, c'est si le facteur transporte bien les copies du gène dans les cellules du foie, combien de facteur 8 ou de facteur 9 sera produit? Est-ce que ce sera assez de facteur 8 ou de facteur 9 pour prévenir les saignements? Est-ce qu'il pourrait y avoir parfois des niveaux même normaux ou plus hauts que la normale? Donc, à ces questions-là, on va répondre d'emblée que oui, on va démontrer que du facteur 8 et 9 est produit et en quantité généralement suffisante pour prévenir les saignements. Et parfois, les niveaux sont tout à fait dans le normal. Et chez certains individus, ça peut être même supranormal, donc à par exemple 150 ou 200 plutôt que d'être à 100 qui serait normalement le taux normal. Mais c'est une minorité où les niveaux sont trop hauts et ça ne semble pas être problématique. Pour combien de temps est-ce que le gène qui a été transporté dans les cellules va être efficace? Ça, c'est la grande question. On va voir qu'il y a des différences entre les traitements pour le déficit en facteur 8 et le déficit en facteur 9, mais suffisamment longtemps donc pour que ces traitements-là soient considérés comme efficaces et été approuvés par Santé Canada. Est-ce que la présence du vecteur viral ou du gène peut irriter les cellules du foie et conduire à une attaque par le système immunitaire qui va considérer les cellules du foie comme étant infectées? Alors malheureusement, oui, ça c'est l'effet adverse ou l'effet secondaire ou l'effet indésiré le plus commun, c'est-à-dire que la présence du vecteur viral dans les cellules du foie semble provoquer une inflammation du foie, donc une hépatite qui est heureusement transitoire, mais qui nécessite un traitement pour calmer le système immunitaire qui cherche, si on veut, à combattre ce vecteur qui est présent dans les cellules. Donc, d'où la nécessité des corticostéroïdes. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Est-ce que les cellules pourront quand même produire le facteur si le système immunitaire s'attaque aux cellules? Donc, s'il y a cette inflammation du foie par le système immunitaire, le problème, c'est que si elle n'est pas traitée, cette inflammation du foie peut venir à détruire les cellules du foie qui produisent le facteur 8 ou le facteur 9. Et à ce moment-là, le traitement perd son efficacité et les niveaux de facteur 8 ou facteur 9 pourraient redescendre à des niveaux très bas, comme avant le traitement. Donc, cet aspect-là de la surveillance du traitement est très important pour que le traitement soit efficace. Qu'est-ce qui arrive si on a déjà eu une infection AAV dans le passé? La plupart d'entre nous, si on l'a eu, on ne l'a pas eu, on ne le sait pas. Ce n'est pas une infection pour laquelle on fait des tests généralement dans le suivi des patients. Donc, si on a déjà eu une infection à AAV, on a des anticorps contre le AAV et ça peut être un empêchement, donc ça peut nous rendre inéligibles au traitement de thérapie génique. Donc, ça, c'est un test qui doit être fait au préalable pour déterminer si une personne est un candidat au traitement.
À part l'inflammation du foie, est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires de la thérapie génique? Bien, en général, ce sont des effets secondaires mineurs ou temporaires. Il y a parfois ce qu'on appelle des réactions infusionnelles. C'est le jour où on administre la perfusion qui contient les vecteurs. Il est arrivé à certains patients d'avoir des réactions allergiques euh, dans de rares cas qui ont été plus sévères, qui ont conduit à l'arrêt de la perfusion. En général, maintenant que c'est connu, ça peut être très bien prévenu. Est-ce que les gènes introduits artificiellement pourraient perturber les autres gènes ou chromosomes des cellules du foie et conduire à des mutations indésirables? Donc, ça, c'est le risque théorique qui est le plus redouté. C'est celui, donc, parce que des versions euh, très précoces de thérapie génique dans d'autres maladies que l'hémophilie ont parfois conduit à l'apparition de cancer. Donc, il y a une surveillance très étroite qui est faite pour ça, comme le disait Dr. Title dans la première partie, tant dans les modèles animaux que dans les modèles humains jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas produit, mais ça demeure un risque théorique. C'est pour ça que les patients doivent être quand même surveillés pour des longues périodes. Pourquoi les enfants sont-ils exclus des études et non éligibles au traitement? Encore une fois, on y a répondu un petit peu tout à l'heure, mais comme le foie des enfants est en pleine croissance et que le gène qu'on introduit n'est pas dans les chromosomes, à mesure que les cellules du foie se multiplient et se divisent dans le processus normal de croissance, ça vient diluer et diluer de plus en plus les gènes, de sorte que la quantité, on présume, de facteur 8 ou de facteur 9 produite ne serait pas suffisamment élevée pour que ce soit un traitement efficace. Si j'ai déjà eu un inhibiteur contre le facteur 8 ou le facteur 9, cela pose-t-il un problème? Bien, oui, en général, jusqu'à maintenant, on est considéré comme étant inéligible au traitement si on a eu un inhibiteur dans le passé, bien qu'en ce moment, il y a des discussions sur des façons peut-être de contourner ça à l'avenir. Et est-ce que c'est vrai que c'est une seule perfusion qui est bon pour la vie? Bien, oui, en théorie, un seul traitement devrait être efficace, en tout cas pour plusieurs années, c'est ce qui est espéré. Et avec les technologies actuelles, on ne pense pas qu'on peut retraiter les patients, puisque tous les patients qui ont eu le traitement développent éventuellement des anticorps contre les AAV et une deuxième injection risquerait de ne pas être efficace. Alors, où en sommes-nous maintenant dans les produits disponibles ou les produits à la recherche? Donc, il y a des thérapies géniques approuvées par Santé Canada et elles sont en rouge. Et les deux produits qui sont approuvés par Santé Canada ne s'adressent pour l'instant qu'aux patients avec hémophilie B ou déficit en facteur 9. Et vous voyez ici les noms avec les deux compagnies pharmaceutiques qui ont au total soit contribuer à leur développement ou qui vont les commercialiser maintenant. Donc, un traitement qui s'appelle MGenix et un autre qui s'appelle Becvez. Aux États-Unis et en Europe, il y a une thérapie génique qui est approuvée pour l'hémophilie A, donc le déficit en facteur 8, la forme d'hémophilie qui est plus commune, mais ce traitement-là n'est pas encore approuvé par Santé Canada. Il va possiblement l'être prochainement, mais je n'ai pas moi-même de visibilité ou la capacité de vous dire quand est-ce qu'il va être approuvé. Maintenant, est-ce que le traitement fonctionne? Donc, pour répondre aux premières questions, qu'est-ce qu'on voit chez les patients qui ont eu la thérapie génique? Et je vais montrer ici quelques diapositives qui illustrent donc les succès, les résultats qui ont été obtenus. Et ici, donc, je vais parler du produit A et du produit B. Donc, le produit A, c'est celui par CSL Behring qui s'appelle aussi MGenix. Et ça, c'est une étude publiée l'an dernier qui montre donc les résultats qui ont conduit à l'approbation de ce produit-là aux États-Unis et par Santé Canada. Et ce qu'on voit ici, c'est un graphique qui illustre ici le niveau de facteur 8 exprimé en pourcentage. Donc, si on est un hémophile sévère, on a normalement moins de 1% de facteur 9. Si on est une personne normale, on a normalement 100% de facteur 9, mais il y a des individus normaux qui sont entre 50 et 150. Et on voit que représenté ici par le petit
diamant ou le petit losange noir, la moyenne du facteur 9 qui était mesurable dans le sang, dès la 12e semaine, on est à des niveaux en moyenne qui dépassent 25 %. Vous direz 25 %, ce n'est pas tout à fait normal, mais à 25 %, on a une forme relativement légère d'hémophilie avec généralement presque jamais de saignements spontanés et des risques de saignement seulement en cas de traumatisme majeur ou d'opération majeure. Mais on voit cependant que la barre grise représente l'écart entre les 25 % et 75 % des niveaux. Et on voit qu'il y a des individus qui, eux, ont des niveaux bas, qui sont inférieurs à 10 % ou à 5 %. Donc, il y a une grande variabilité de la réponse. On voit qu'il y a certains individus qui ont des niveaux hauts, qui s'approchent de 100 % ou qui même le dépassent un petit peu. Donc, dans le cas du facteur 9, puis je vais parler davantage du facteur 9 que du facteur 8 parce que ce sont les deux traitements qui sont déjà approuvés par Santé Canada et qui risquent de devenir disponibles le plus rapidement. Donc, on voit ici qu'on a des niveaux de facteur 9 qui sont nettement plus élevés que les niveaux normaux, les niveaux de base des patients et qui se maintiennent de façon importante beaucoup plus longtemps. Donc, avec ce produit-là, il y a un suivi maintenant qui dépasse 3 ans avec des niveaux très stables. Puis ce qu'on peut dire, c'est que le même système ou système de vecteur qui a été utilisé pour ce produit-là était utilisé au départ dans des études préliminaires qui datent maintenant de plus de 10 ans et qu'avec ce système-là, l'expression peut être stable donc jusqu'à 10 ans et même au-delà. Donc ça, c'est vrai pour le facteur 9 et pour ce produit-là A. Maintenant, en termes des résultats en ce qui concerne les segments, donc ici, c'est un tableau qui montre donc le nombre de segments qui ont lieu dans les 54 patients qui étaient sous prophylaxie pendant les mois qui ont précédé la thérapie génique et le nombre de segments dans les 54 patients. Donc, 54 segments dans 54 patients, c'est fait, on pourrait dire, un en moyenne. On pourrait dire que le taux de segments annualisé pour les patients dans l'étude était de 4,1 segments par année. Donc, pour les patients pendant qu'ils étaient sous prophylaxie avec facteur 9 et après avoir eu le traitement génique de 7 à 18 mois après donc, le traitement génique, une fois que les niveaux étaient stabilisés, on voit que le taux de segment était à 1,5. Donc, ce n'est pas zéro. Il y a des patients qui ont eu des segments, mais le taux était nettement inférieur. Et donc, c'est un traitement qui est certainement efficace et très, très intéressant, mais il y a des distinctions à faire. Donc, je veux ici vous montrer des différences entre le traitement A et le traitement B, qui sont les deux traitements qui sont approuvés maintenant par Santé Canada pour illustrer certaines donc des particularités ou des considérations ou des questions qu'on peut se poser comme médecin et comme patient quand on va considérer le fait d'aller ou non accepter la thérapie génique. Donc, le traitement A, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut être inéligible ou ne pas pouvoir recevoir le traitement en raison du fait qu'on a déjà des anticorps anti-AAV? Alors, dans le cas du traitement A, leur stratégie, c'était de donner une plus grande dose de vecteurs. Vous voyez que la dose était de 20 000 milliards de vecteurs par kilogramme, donc une dose qu'on va dire de 2 fois 10 à la 13 vecteurs, alors que le traitement B, leur stratégie, c'était de tenter de minimiser la dose de vecteurs, donc c'était 50 milliards de vecteurs par kilogramme, donc une dose 40 fois moindre dans le cas du traitement B que du traitement A. Mais un avantage de donner une plus haute dose de vecteurs, c'est qu'on peut surmonter la présence d'anticorps. Donc, dans l'étude des patients qui étaient en traitement A, seulement 6 des candidats étaient exclus parce qu'ils avaient des niveaux très élevés d'anticorps. Il fallait avoir un titre d'anticorps de 1 fois dans 678, donc il fallait avoir des forts taux d'anticorps pour ne pas réagir au traitement et seulement 6 des patients éligibles donc devaient être exclus à cause de ces anticorps. Alors que le traitement B,
qui utilisent une plus faible dose de vecteur, eux, ils ne toléraient pas la présence d'anticorps. Donc, si on avait des anticorps à un titre de 1 dans 1, ici c'est de 1 dans 678, on était exclu de l'étude. Donc, 60% des personnes potentiellement pouvant être traitées avec le traitement B étaient exclues à cause d'anticorps. Donc, ça, c'est une différence importante dans les deux stratégies. Et on voit ici, c'est en partie possiblement une question de dose. Ensuite, si on regarde le taux d'échec, c'est-à-dire de retour à la prophylaxie, c'est une façon de parler. On ne peut pas nécessairement dire que c'est un échec. Les patients ont pu bénéficier pendant un certain nombre de semaines ou de mois de la thérapie génique, mais l'idée, c'est de ne plus devoir être en prophylaxie avec des injections régulières de facteur 9. On voit dans l'étude de traitement A que c'était un taux de 4% d'échec, donc 2 sur 54 qui sont retournés en prophylaxie, alors que c'était 6 sur 45 avec le traitement B. Ce n'est pas une comparaison qu'on peut dire directe, c'est simplement une description, hein, parce que ce n'était pas des études randomisées. Néanmoins, c'est important de savoir que certains patients donc, ont dû retourner à leur traitement de facteur 9 régulièrement parce que leur niveau de facteur 9 produit suite à la thérapie génique n'était pas suffisant. Maintenant, si on regarde le taux d'augmentation des enzymes hépatiques, ça, c'est des enzymes qu'on mesure dans le sang qui proviennent des cellules du foie quand le foie est irrité ou endommagé. Quand il y a une inflammation du foie, on voit une augmentation des enzymes du foie dans le sang. Alors, on voit que dans le cas du traitement A, même si la dose était plus élevée, le taux d'augmentation des enzymes hépatiques était de 20 %. Donc, 20 % des patients ont eu des signes d'une hépatite, alors que c'était 53 % pour le traitement B. Et on voit que le taux de traitement avec la cortisone à forte dose, donc le taux de traitement aux corticostéroïdes, était moindre, puisque la seule raison de donner des corticostéroïdes, c'est pour calmer l'inflammation du foie. Et on voit que c'était 62 % des patients dans le cas du traitement B. Maintenant, le fait qu'on donne une plus haute dose de vecteur, on voit la présence du gène, ce qu'on appelle le shedding, dans le sang et dans le sperme. Normalement, donc, la capsule va emmener le gène dans les cellules du foie, mais il y en a qui circulent un peu. Donc, on détecte encore des particules pas les particules virales, mais dans le sang et dans le sperme à 2 ans, dans 54 % des patients, quand on mesure au niveau du sang, et 39. Mais parce qu'ici, on utilise une moins forte dose de vecteur, on voit qu'il n'y a pas ce shedding qui peut ou non être une préoccupation, qui a des conséquences pratiques en termes, par exemple, des relations sexuelles ou de fait ça ne semble pas être dangereux d'avoir ça, mais il y a quand même des préoccupations, des précautions spéciales à prendre. Alors, d'autres résultats, parce qu'on pourrait en présenter beaucoup, mais comme le montrait tout à l'heure Jerry, on voit qu'en termes de taux de saignement annualisé, puis ici, ça, c'est les résultats pour le produit B. Donc, on voit que les patients qui étaient sous prophylaxie avaient en moyenne donc 4 saignements, 4,4 saignements par année, alors qu'après la thérapie génique, il y avait une réduction qui était significative du nombre de saignements. Et donc, ça, c'est pour tous les segments, puis ici, pour les segments qui ont requis une perfusion de facteur 9. Puis si on regarde donc le nombre d'infusions de facteur 9, donc les patients naturellement qui étaient en prophylaxie se donnaient généralement une perfusion de facteur 9 par semaine, donc environ 60 injections de facteur 9 par année, alors qu'après le traitement génique, le nombre d'injections de facteur 9 était grandement réduit, bien que certains patients ont eu des saignements et ont dû s'injecter du facteur 9. Une autre donnée qu'on peut regarder, puis ça ici, c'est pour le produit, donc le produit B. Si on regarde donc les niveaux atteints de facteur 9, on voit qu'une petite minorité donc, ont des niveaux supérieurs à 150 %. Un bon nombre sont entre 40 et 150 %. Il y en a qui sont dans la zone de 15 à 40 % qu'on pourrait dire vraiment un hémophile vraiment léger, mais on voit qu'il y a un certain nombre de patients, dans le cas du produit B, qui après 2 ans ont des niveaux inférieurs à 5 % où on n'est plus vraiment un hémophile léger, on est un hémophile modéré et on pourrait s'attendre à des saignements
en cas de traumatisme ou parfois être obligé de retourner en prophylaxie. Alors jusqu'ici, j'ai parlé principalement du facteur 9 parce que ce sont les deux produits qui sont approuvés par Santé Canada. Mais qu'en est-il du traitement génique pour ceux qui ont une déficience en facteur 8? Alors, il y a un produit qui est approuvé en Europe et aux États-Unis, qui va possiblement devenir au cours des prochaines années approuvé au Canada. Ces produits-là, comme ceux qui étaient là à la première partie, ont une efficacité clinique certainement comparable au traitement qu'on voit avec le facteur 9 dans les cas de la thérapie génique pour les premiers 2 ans. La préoccupation principale par rapport au traitement pour l'hémophilie A, c'est que dans les études jusqu'à maintenant, c'est que les taux de facteur 8 mesurés dans le sang chez les patients qui ont reçu la thérapie génique pour la déficience en facteur 8 sont moins stables. Ils ont tendance à être à la baisse dès après la première année. Puis à 3 ans, il y a déjà 33 dans l'étude qui concernait donc le Roctavian, 33 des patients qui avaient des niveaux inférieurs à 5 C'est clair que dans les 2 premières années, donc le nombre de saignements a beaucoup diminué, l'utilisation du facteur 8 a beaucoup diminué, mais au-delà de ces 2 années-là, on a moins de certitude face donc à la durabilité des produits. Puis, au Congrès mondial de l'ISTH l'été dernier, il y a des résultats semblables qui ont été montrés qu'au bout de 4 ans, donc, on voit qu'un bon nombre de patients sont encore à des niveaux autour de 10 mais on voit qu'il y a une baisse et l'impression, c'est que cette baisse-là, elle peut être graduelle. Certains patients vont rester avec des niveaux adéquats, mais dans cette étude-là, 17 des patients sont retournés en prophylaxie au bout de 4 ans et le nombre à risque, donc ceux qui avaient été traités justement pendant 4 ans, n'était pas 134. Ils n'avaient pas tous atteint 4 ans de suivi. Donc, on peut penser qu'au fil du temps, le nombre de patients qui pourraient retourner en prophylaxie pourrait être plus de l'ordre de 30 ou de 35 puisqu'on voit qu'il y a des niveaux qui baissent graduellement. Alors, mes conclusions, c'est que la thérapie génique, c'est une innovation thérapeutique attendue depuis longtemps et on a des résultats excitants, mais qui ne sont pas forcément la guérison que plusieurs attendaient. Une seule injection est requise, donc c'est une perfusion unique, mais c'est quand même un traitement qui est exigeant parce qu'il exige un suivi très étroit avec de très nombreuses prises de sang pendant en tout cas la première année, puis à un moindre degré durant la 2e année, parce que si cette inflammation hépatique se produit, il faut commencer des traitements stéroïdes. Et s'il y a un délai trop long, il y a le risque que cette inflammation du foie-là détruise les cellules qui portent le gène et qu'à ce moment-là, le traitement perde son efficacité. Donc, le traitement peut paraître très simple, mais c'est quand même une logistique importante d'un suivi très étroit par de multiples prises de sang durant la période qui suit la thérapie génique. Certains ne sont malheureusement pas éligibles à cause d'une immunité préalable, surtout pour certains des produits où c'est un facteur d'exclusion, ou des patients qui auraient une maladie du foie au départ peuvent ne pas être éligibles, et l'efficacité et les risques à long terme sont encore incertains. Je pense que c'est peut-être ma dernière diapo. Oui. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Saint-Louis. Très intéressant. On arrive à comprendre. C'est déjà un grand bout de fait. Alors, les prochaines minutes vont servir à la période des questions. Donc, on a déjà reçu certaines questions au moment de l'inscription. On en a reçu aussi du côté anglais qu'on peut partager aussi. Alors, je vais commencer, on va y aller pareil. Je vais commencer avec une question. Je ne sais pas si vous avez la réponse à ça. Est-ce que on aurait déjà des ressources disponibles pour le soutien psychosocial du patient qui reçoit une thérapie génique? Dans la version anglaise, on parlait avant, pendant, après. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà prévu dans le processus d'administration?
Alors, au Québec, les centres d'hémophilie n'ont pas énormément d'expérience encore avec la thérapie génique. Il y a quelques centres dans les provinces, par exemple, de l'Ontario et dans l'ouest du Canada, qui ont participé aux essais cliniques. Au Québec, il y a seulement le centre de McGill où il y a eu un essai clinique qui était ouvert et un patient a été enrôlé pour la thérapie génique, donc sous les soins du Dr. Warner. Donc, c'est sûr qu'on est dans une période de préparation. On anticipe donc que le traitement va devenir disponible peut-être d'ici un an. Donc, il y a une préparation en cours. Ça, c'est un des aspects qu'on doit prévoir parce que le processus de consentement pour bien expliquer le traitement, les conséquences, doit être nécessairement plus détaillé que simplement changer d'un type de facteur 8 à un autre type de facteur 8. Donc, il y a cet aspect-là qui doit être mis en place. Il y a aussi ensuite donc ces aspects-là du suivi pour s'assurer que le traitement est fait de façon sécuritaire et tout ce qui est investi pour faire ce traitement-là ne soit pas perdu, par exemple pour des patients qui habitent loin. Donc, tout le suivi là, de ces prises de sang dans la période qui suit le traitement génique. Puis aussi, s'il y a des besoins en termes de soutien au niveau psychologique ou au niveau de travail social, au niveau professionnel, au niveau de réadaptation au travail et tout ça, il y aurait des ressources à mettre en place. Si vous me dites demain, est-ce qu'on a ces ressources-là? Non, pas encore, mais ça fait partie de la préparation qui est en cours en ce moment. Puis aussi, les directeurs des centres du Québec vont se concerter pour que ce ne soit pas les 4 centres probablement qui offrent le traitement, mais qu'un ou deux centres le fassent pour que ce soit plus efficace avec une infirmière dédiée qui va être experte dans ça, des consultants, et on pourrait avoir éventuellement le soutien psychosocial aussi qui ferait partie de ça. Puis on peut imaginer aussi que contrairement aux produits plus traditionnels, même si les gens sont très préparés à savoir à l'avance que ça peut ne pas fonctionner, ça reste que si effectivement ça fonctionne pas pour eux, il y a un deuil, si on peut dire, de Oui, c'est ça. les espoirs Oui, ont été élevés, là, fort probablement. puis il peut y avoir aussi une grande déception de vouloir envisager ce traitement-là, mais ne pas être éligible à cause des taux d'anticorps, par exemple. Oui. Pour revenir au côté un peu plus scientifique, et on avait la question en anglais, puis super intéressant, la barre d'erreur de l'analyse factorielle était très grande, puis la valeur d'incertitude étant vraiment très, très élevée. Est-ce que les données sont quand même statistiquement significatives? Oui, oui, on peut dire que ce qui est important de retenir de ces grandes barres-là, c'est que malheureusement, on ne peut pas prédire dans quelle mesure le facteur 9 ou le facteur 8 va augmenter pour un patient donné. On sait que, par exemple, si on donne une dose de facteur 8 ou de facteur 9 de 5000 unités à un patient qui pèse 100 kg, on peut s'attendre qu'il monte à 100 Il peut y avoir des petites variations. Pour ce qui concerne la demi-vie, quand on a une dose de facteur 8 ou de facteur 9, on sait que ça peut varier d'une heure ou deux d'un individu à l'autre, mais en gros, il y a beaucoup de ressemblances d'une personne à l'autre. Il semble que pour la thérapie génique, certains vont avoir des niveaux de facteur 8 ou facteur 9 à 10 puis d'autres vont être à 100 C'est ça qu'on voit sur les graphiques, c'est qu'il y a une grande variabilité. Malheureusement, on ne connaît pas de méthode en ce moment pour dire, toi, si on te fait le traitement, on peut s'attendre que tu vas être à 100 puis toi, malheureusement, on pense que ça va être juste 10 on ne sait pas, on ne comprend pas tout à fait pourquoi donc, la réponse ou l'efficacité du traitement est variable d'un individu à l'autre. Mais ceci étant dit, quand on regarde le groupe dans son ensemble, c'est clair que la majorité en bénéficie avec des niveaux de facteur 9 qui sont beaucoup plus élevés qu'ils étaient avant le traitement et qui permettent de prévenir la grande majorité des saignements. Donc, les études sont statistiquement significatives, Malgré. mais il y a cette variabilité de la réponse qui est un message important à transmettre ce soir. Donc, il y a des patients qui pourraient avoir le traitement et ça peut être un échec ou ça peut être des niveaux qui sont modestement augmentés, puis d'autres qui ont des niveaux très, très normaux. Oui. On entend de plus en plus qu'on est à la première génération, bien évidemment, de la thérapie génique. Euh, il y a des patients qui peuvent se dire, ben, moi, je vais attendre un peu, je vais voir comment ça se passe et attendre peut-être la deuxième génération.
Mais on parle de quoi quand on parle de deuxième génération dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans pour un patient? Est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est où ça, la deuxième génération? Mhm. Bon, je pense qu'il y a des personnes plus qualifiées que moi pour répondre qui suivent de près les développements technologiques de la fine pointe, mais c'est quand même long de faire approuver un traitement. Donc, on sait que ces traitements-là, pour les faire approuver par Santé Canada ou la FDA, il faut un grand nombre de patients, puis il faut un suivi à long terme pour s'assurer que c'est efficace. Donc, il va y avoir d'autres traitements dans le cas du facteur 9 qui vont être approuvés, certainement un deuxième, peut-être un troisième, mais des traitements drastiquement différents comme qui seraient, par exemple, avec un autre type de virus, je ne pense pas que ce soit avant 5, 6 ans, peut-être plus longtemps. Donc, je pense que les produits qu'on a en ce moment, c'est ceux avec lesquels on va, qu'on va pouvoir offrir pour les prochaines 5 à 6 ans, à mon avis. Mais je suis moins, peut-être, il y a peut-être des personnes plus qualifiées qui pourraient répondre à ma place. Ouais. Avant de passer au prochain conférencier, on va terminer avec vous de la même façon qu'on a terminé avec les précédemment en anglais. Qu'attendez-vous avec le plus d'optimisme dans l'introduction de la thérapie génique de l'hémophilie B? On va parler de celle-là parce que c'est celle-là qui va arriver en premier sur le marché. C'est quoi votre optimisme par rapport à ça? Ben, je pense que quand quelque chose est nouveau, on peut être appréhensif, on peut avoir des craintes et puis ne pas vouloir se lancer en premier. D'autres veulent être le premier. Moi, je veux l'essayer. Je veux vraiment, je pense que je pourrais être guéri. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que collectivement, à travers le Canada puis d'autres pays avec lesquels on parle, on voit que le nombre de patients maintenant traités va en augmentant. Puis les résultats sont vraiment satisfaisants. Donc, je pense que c'est une option qui est valide euh, pour, pour, pour nos patients. Puis, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, encore une fois. Puis, heureusement, on a des bons résultats aussi avec le facteur 9 et d'autres types de traitements qui sont en développement. Mais je pense que plus les années passent et les mois passent, plus on voit que c'est une nouvelle option qui remplit en bonne partie les promesses qu'on avait. Donc, moi, c'est ce que je trouve encourageant. Oui. Merci infiniment, Dr. Saint-Louis. À nouveau, c'était super intéressant. Nous allons maintenant accueillir David Page, qui est consultant en sécurité et approvisionnement des produits de coagulation de la SCH. Parmi d'autres tâches, il travaille depuis 30 ans cette année, en étroite collaboration avec les membres du Comité de la sûreté du sang et de l'approvisionnement sanguin afin de faire un suivi rigoureux des publications scientifiques les plus récentes et communiquer les enjeux importants avec la communauté des troubles de la coagulation. Son travail assidu en lien avec les produits en développement, ce qu'on appelle le pipeline, est plus qu'essentiel à notre compréhension de l'avancement de la thérapie génique et on apprécie beaucoup ce travail. Alors, David, le micro est à vous. Merci beaucoup, Chantal, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous parler à la Journée mondiale de l'hémophilie le 17 avril. Mon objectif, c'est de peut-être expliquer qu'est-ce qu'on peut s'attendre au niveau de l'accès. Et on a titré toute la session un parcours long et sinueux. Et avant de lancer ce chemin-là, voici qu'est-ce que je dois dire. Je ne suis pas médecin, donc je ne fais aucune recommandation en lien avec les traitements. Non plus, je ne suis pas économiste en santé, donc les opinions qui sont exprimées et les analyses sont vraiment les miennes et j'en prends toute la responsabilité. Donc, notre long chemin sinueux, ça a commencé il y a 40 ans avec le clonage des gènes. Et il y en a parmi vous qui étaient là pour l'arrivée des produits recombinants en facteur 8 et facteur 9 dans les années 90. Dans les années 2000, c'était les premiers essais cliniques en thérapie génique, pas en hémophilie, mais avec d'autres maladies. Et comme Dr. Saint-Louis a dit, au début des années 2010,
les premiers essais cliniques sur l'hémophilie. Donc, on a 13 ou 14 ans maintenant de recul sur ces essais cliniques. Et finalement, il y a 2 ans, les premières thérapies géniques en hémophilie A approuvées en Europe et aux États-Unis, et en hémophilie B l'année passée. Il faut, pour comprendre pourquoi les choses prennent si longtemps, les nouveaux médicaments, pourquoi ça prend du temps à venir sur le marché, mais il faut comprendre le processus de prise de décision. Donc, ça commence d'abord avec l'Agence de réglementation, donc ça, c'est Santé Canada, qui approuve les nouveaux médicaments. C'est eux qui s'assurent qu'ils sont sécuritaires et efficaces. Après ça, c'est vraiment l'étape de l'évaluation des technologies de la santé. Ici au Québec, c'est l'INES qui s'occupe de ça. Et dans le reste du Canada, c'est CADTH ou ACMTS. Donc, ce sont 2 organismes qui formulent des recommandations au régime public d'assurance médicaments. Et leur travail, c'est d'établir s'ils sont rentables. S'ils sont rentables, surtout au niveau médical, mais au niveau économique, en comparaison avec les traitements existants. Donc, on va comparer la thérapie génique en hémophilie A avec l'imicizumab et le facteur 8, les concentrés, et en hémophilie B avec le facteur 9. Donc, si les recommandations sont positives de ces agences, mais là, on passe à la 3e étape, qui est une négociation de prix avec l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne. Donc, cette agence s'assoit avec le fabricant ou les fabricants, puis négocie un prix. Au nom des régimes publics d'assurance médicaments fédéral, provinciaux et territoriaux. Donc, si encore là, ils réussissent à négocier un prix, ça relève maintenant des ministères de la Santé au Canada de prendre une décision, si oui ou non, on ajoute le nouveau médicament parmi la liste des médicaments remboursables. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Bon, si on passe cette étape-là, puis il y a une décision de rendre le médicament disponible, mais là, ça relève des médecins de décider s'ils veulent prescrire le médicament, et aux patients de dire s'ils sont intéressés. Donc ça, c'est une prise de décision partagée entre médecins et patients. Donc, ceux qui connaissent bien le système par le passé vont peut-être dire, mais Héma-Québec n'est pas impliqué ou Société canadienne de sang dans le reste du pays. Et la réponse est non. Cette fois, pour les thérapies géniques, ça passe par les étapes que je viens de décrire. Puis Héma-Québec, à ce qu'on sait pour le moment, n'a pas de rôle de négociation de prix ou de l'approvisionnement. Donc, où sommes-nous rendus ici au Canada? Mais comme Dr. Saint-Louis a expliqué, Hemgenix, lui appelait ça le A, puis Pacvez, je pense que c'était le B, sont tous les deux approuvés par Santé Canada tard l'année passée pour l'hémophilie B. Et tôt cette année, on a eu des recommandations de CADTH dans le reste du Canada pour Pacvez et Hemgenix. Donc, tous les deux très positifs, mais avec conditions. Donc, je reviendrai sur les conditions. Ici au Québec, on attend encore les recommandations de l'INES. Ça peut venir très bientôt, donc on s'attend à des recommandations au printemps. Donc, on a vu par le passé que les 2 agences ne viennent pas toujours à la même conclusion. Donc, on a vu avec imicizumab il y a 3 ans, CADTH a dit oui et INES a dit non par 2 fois. Donc, il faut vivre avec ces différences. On verra cette fois. Donc, CADTH, dans le reste du Canada, a fait ses recommandations avec des conditions. Que sont-ils? Mais d'abord, certaines indications médicales, c'est normal. Donc, comme on a parlé tantôt, ce sont pour les adultes
qui nécessitent une prophylaxie. Donc, les cas de hémophilie A, ben, là, dans ce cas-là, c'est B. Hémophilie B, sévère ou modérément sévère, en bas de 2 Il ne faut pas qu'il y ait eu des antécédents d'inhibiteurs. Puis, il y a des considérations relatives aux anticorps. Donc, il y a des tests qui doivent être faits. Et au-delà d'une certaine seuil, les gens ne seront pas éligibles pour le traitement. On va exiger que la prescription soit faite par les spécialistes en hémophilie. Et ça, c'est tout à fait normal. On est d'accord avec ça. Mais on va exiger aussi une réduction de prix. Le prix listé, le prix dans les documents soumis par ces compagnies-là, c'est de 4,7 millions de dollars pour une perfusion. Et aussi, il va y avoir des conditions, des considérations sur l'impact budgétaire. Donc, le nombre de personnes et le prix, comment ça va affecter le budget annuel? Est-ce qu'il y a d'autres modèles de remboursement qui peuvent alléger cet impact budgétaire? Donc, maintenant, au printemps 2024, les négociations de prix ont commencé avec l'Alliance pan-canadienne. Donc, ça, c'est un bon signe. Typiquement, ces négociations de prix durent 6 mois. Donc, on peut s'attendre à un prix final fin automne ou au début de l'hiver prochain. Et là, ça tombe entre les mains des ministères de la Santé pour examiner ces recommandations, regarder le prix et prendre une décision si oui ou non il va y avoir un accès. Contrairement au passé, où il y avait une décision unique pour toutes les autres provinces et une autre décision pour le Québec, cette fois, on pense que les décisions seront prises province par province. Donc, 13 décisions pour les 10 provinces et 3 territoires. Et les décisions peuvent être différentes. Donc, ça peut amener des problèmes au niveau de l'équité pour nos patients. Et si on me demande c'est quoi la date d'accès, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend vraiment des ministères de la Santé. Et ça peut être vite, ça peut être très long. Si vous avez vu le chiffre de 4,7 millions par patient pour un traitement, vous avez peut-être dit, wow, c'est pas rentable, les gouvernements ne paieront jamais ça. Mais je vais vous dire le contraire. Je pense qu'il y a des modèles qui peuvent être rentables pour les gouvernements et intéressants pour les gouvernements. Donc, voilà mon modèle. Donc, voici les données. Donc, le coût actuel des produits de traitement en facteur 9, on prend l'exemple de l'hémophilie B, c'est 200 000 par année. Un prix négocié pour le thérapie génique, pas 4,7 millions, mais disons 1,8 million. Et ça, c'est mon estimé. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et je propose que ce prix-là soit amorti sur 6 ans. Donc, 300 000 par année, donc moins d'impact budgétaire tout de suite. Et si on assume qu'il peut y avoir 15 patients traités au cours des années 1, 2, 3 et 4, on va, je pense, accepter qu'il va y avoir une efficacité de 10 ans et plus, et les recherches nous démontrent que c'est probable, sans prophylaxie pour 90% des personnes. Il peut y avoir aussi des clauses de paiement à la performance. Donc, s'il y a un échec de traitement, donc si ça ne fonctionne pas chez un certain patient, ben, il n'y a pas de paiement en cas d'échec. Ou s'il y a l'efficacité qui diminue, mais il peut y avoir un arrêt des paiements. Donc, ce modèle-là tient compte uniquement des coûts pour les médicaments. Ça ne prend pas en compte toutes les autres économies réalisées par le système de santé. S'il y a moins de visites à l'hôpital, moins de rendez-vous, moins de chirurgie parce que le traitement est plus efficace. Puis ça ne prend pas en compte non plus des économies pour les individus et les familles qui deviennent plus productifs, moins de manque d'école et de travail. Donc là, qu'est-ce que ça fait en chiffres? Donc, en bleu, ici, vous avez les économies en facteur 9 par année. Et là, les nombres de patients, donc 15, 30, 45, 60, ça c'est le maximum.
Donc, on va sauver cet argent-là sur le facteur 9. Là, ici, c'est les coûts supplémentaires pour les thérapies géniques. Encore là, on va traiter 15, un autre 15, un autre 15, un autre 15, jusqu'à temps qu'on paye pour 60. Et après ça, ça diminue après les 6 ans de paiement. Tout ça, ça donne un impact budgétaire annuel. Ces chiffres-là sont là, en rouge. Donc, ça, c'est une perte d'argent pour les gouvernements par rapport au facteur 9. Mais à partir de l'année 7 ou 8, on est dans le noir. On a un impact budgétaire positif pour le budget en santé. Et si on regarde le budget cumulatif, on est déficitaire pendant 10 ans, mais rendu l'année 10 ou 11, soudainement, on est dans le noir. Ça veut dire que l'investissement total devient une économie de coûts. Donc, moi, je réponds à la question, est-ce que ça peut être rentable? Est-ce que le coût-efficacité peut être positif? Je pense que oui, avec un modèle de paiement imaginatif. Et je ne suis pas le seul qui dit ça. Les études faites aux États-Unis par les gens bien plus compétents que moi sont venus à la même conclusion. À la longue, la thérapie génique, c'est payant. Non, est-ce que les gouvernements vont voir à long terme? Est-ce qu'ils peuvent regarder 10 ans en avance? Souvent, non. Je pense que ça va être notre travail de les convaincre qu'il faut être, il faut être visionnaire, il faut regarder plus long terme. Ça, j'arrête là. Je tiens je veux souligner notre programme d'éducation de la thérapie génique. Donc, on a un beau livret avec beaucoup d'informations. On a des balados avec une dizaine maintenant, un 11e qui s'en vient, avec les experts mondiaux en hémophilie et en thérapie génique. Et ça, c'est le premier webinaire. Et on s'attend à produire d'autres d'ici cette année et l'année prochaine. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va passer la période de questions. Afin de faire un suivi rigoureux des publications scientifiques les plus récentes et communiquer les enjeux importants avec la communauté des troubles de la coagulation. Son travail assidu en lien avec les produits en développement, ce qu'on appelle le pipeline, est plus qu'essentiel à notre compréhension de l'avancement de la thérapie génique et on apprécie beaucoup ce travail. Alors, David, le micro est à vous. Merci beaucoup, Chantal, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous parler à la Journée mondiale de l'hémophilie le 17 avril. Mon objectif, c'est de peut-être expliquer qu'est-ce qu'on peut s'attendre au niveau de l'accès. Et on a titré toute la session un parcours long et sinueux. Et avant de lancer ce chemin-là, voici qu'est-ce que je dois dire. Je ne suis pas médecin, donc je ne fais aucune recommandation en lien avec les traitements. Non plus, je ne suis pas économiste en santé, donc les opinions qui sont exprimées et les analyses sont vraiment les miennes et j'en prends toute la responsabilité. Donc, notre long chemin sinueux, ça a commencé il y a 40 ans avec le clonage des gènes. Et il y en a parmi vous qui étaient là pour l'arrivée des produits recombinants en facteur 8 et facteur 9 dans les années 90. Dans les années 2000, c'était les premiers essais cliniques en thérapie génique, pas en hémophilie, mais avec d'autres maladies. Et comme Dr. Sanoui a dit, au début des années 2010, les premiers essais cliniques sur l'hémophilie. Donc, on a 13 ou 14 ans maintenant de recul sur ces essais cliniques. Et finalement, il y a 2 ans, les premières thérapies géniques en hémophilie A approuvées en Europe et aux États-Unis, et en hémophilie B l'année passée. Il faut, pour comprendre pourquoi les choses prennent si longtemps, les nouveaux médicaments, pourquoi ça prend du temps à venir sur le marché, mais il faut comprendre le processus de prise de décision. Donc, ça commence d'abord avec l'Agence de réglementation, donc ça, c'est Santé Canada, qui approuve les nouveaux médicaments. C'est eux qui s'assurent qu'ils sont sécuritaires et efficaces.
Après ça, c'est vraiment l'étape de l'évaluation des technologies de la santé. Ici au Québec, c'est l'INES qui s'occupe de ça. Et dans le reste du Canada, c'est CADIF ou ACMTS. Donc, ce sont deux organismes qui formulent des recommandations au régime public d'assurance médicaments. Et leur travail, c'est d'établir s'ils sont rentables. S'ils sont rentables, surtout au niveau médical, mais au niveau économique, en comparaison avec les traitements existants. Donc, on va comparer la thérapie génique en hémophilie A avec l'imicizumab et le facteur 8, les concentrés, et en hémophilie B avec le facteur 9. Donc, si les recommandations sont positives de ces agences, mais là, on passe à la troisième étape, qui est une négociation de prix avec l'Alliance pharmaceutique pan-canadienne. Donc, cette agence s'assoit avec le fabricant ou les fabricants, puis négocie un prix. Au nom des régimes publics d'assurance médicaments fédéral, provinciaux et territoriaux. Donc, si encore là, ils réussissent à négocier un prix, ça relève maintenant du ministère de la Santé au Canada de prendre une décision, si oui ou non, on ajoute le nouveau médicament parmi la liste des médicaments remboursables. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Bon, si on passe cette étape-là, puis il y a une décision de rendre le médicament disponible, mais là, ça relève des médecins de décider s'ils veulent prescrire le médicament, et aux patients de dire s'ils sont intéressés. Donc ça, c'est une prise de décision partagée entre médecins et patients. Donc, ceux qui connaissent bien le système par le passé vont peut-être dire, mais Héma-Québec n'est pas impliqué ou Société canadienne de sang dans le reste du pays. Et la réponse est non. Cette fois, pour les thérapies géniques, ça passe par les étapes que je viens de décrire, puis Héma-Québec, à ce qu'on sait pour le moment, n'a pas de rôle de négociation de prix ou de l'approvisionnement. Donc, où sommes-nous rendus ici au Canada? Mais comme Dr. Saint-Louis a expliqué, Hemgenix, lui appelait ça le A, puis Pacvez, je pense que c'était le B, sont tous les deux approuvés par Santé Canada tard l'année passée pour l'hémophilie B. Et tôt cette année on a eu des recommandations de CADIF dans le reste du Canada pour Pacvez et Hemgenix. Donc, tous les deux très positifs, mais avec conditions. Donc, je reviendrai sur les conditions. Ici au Québec, on attend encore les recommandations de l'INES. Ça peut venir très bientôt, donc on s'attend à des recommandations au printemps. Donc, on a vu par le passé que les deux agences ne viennent pas toujours à la même conclusion. Donc, on a vu avec emicizumab il y a 3 ans, CADIF a dit oui et INES a dit non par 2 fois. Donc, il faut vivre avec ces différences. On verra cette fois. Donc, CADIF, dans le reste du Canada, a fait ses recommandations avec des conditions. Que sont-ils? Mais d'abord, certaines indications médicales, c'est normal. Donc, comme on a parlé tantôt, ce sont pour les adultes qui nécessitent une prophylaxie. Donc, les cas de hémophilie A, ben, là, dans ce cas-là, c'est B. Hémophilie B, sévère ou modérément sévère, en bas de 2%. Il ne faut pas qu'il y ait eu des antécédents d'inhibiteurs. Puis, il y a des considérations relatives aux anticorps. Donc, il y a des tests qui doivent être faits. Et au-delà d'une certaine seuil, les gens ne seront pas éligibles pour le traitement. On va exiger que la prescription soit faite par les spécialistes en hémophilie. Et ça, c'est tout à fait normal. On est d'accord avec ça. Mais on va exiger aussi une réduction de prix. Le prix listé, le prix dans les documents soumis par ces compagnies-là, c'est de 4,7 millions de dollars pour une perfusion. Et aussi, il va y avoir des conditions
des considérations sur l'impact budgétaire. Donc, le nombre de personnes et le prix, comment ça va affecter le budget annuel? Est-ce qu'il y a d'autres modèles de remboursement qui peuvent alléger cet impact budgétaire? Donc, maintenant, au printemps 2024, les négociations de prix ont commencé avec l'Alliance pan-canadienne. Donc, ça, c'est un bon signe. Typiquement, ces négociations de prix durent 6 mois. Donc, on peut s'attendre à un prix final fin automne ou au début de l'hiver prochain. Et là, ça tombe entre les mains des ministères de la Santé pour examiner ces recommandations, regarder le prix et prendre une décision si oui ou non il va y avoir un accès. Contrairement au passé, où il y avait une décision unique pour toutes les autres provinces et une autre décision pour le Québec, cette fois, on pense que les décisions seront prises province par province. Donc, 13 décisions pour les 10 provinces et 3 territoires. Et les décisions peuvent être différentes. Donc, ça peut amener des problèmes au niveau de l'équité pour nos patients. Et si on me demande c'est quoi la date d'accès, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend vraiment des ministères de la Santé. Et ça peut être vite, ça peut être très long. Si vous avez vu le chiffre de 4,7 millions par patient pour un traitement, vous avez peut-être dit, wow, c'est pas rentable, les gouvernements ne paieront jamais ça. Mais je vais vous dire le contraire. Je pense qu'il y a des modèles qui peuvent être rentables pour les gouvernements et intéressants pour les gouvernements. Donc, voilà mon modèle. Donc, voici les données. Donc, le coût actuel des produits de traitement en facteur 9, on prend l'exemple de l'hémophilie B, c'est 200 000 par année. Un prix négocié pour le thérapie génique, pas 4,7 millions, mais disons 1,8 million. Et ça, c'est mon estimé. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et je propose que ce prix-là soit amorti sur 6 ans. Donc, 300 000 par année, donc moins d'impact budgétaire tout de suite. Et si on assume qu'il peut y avoir 15 patients traités au cours des années 1, 2, 3 et 4, on va, je pense, accepter qu'il va y avoir une efficacité de 10 ans et plus, et les recherches nous démontrent que c'est probable, sans prophylaxie pour 90% des personnes. Il peut y avoir aussi des clauses de paiement à la performance. Donc, s'il y a un échec du traitement, donc si ça ne fonctionne pas chez un certain patient, ben, il n'y a pas de paiement en cas d'échec. Ou s'il y a l'efficacité qui diminue, mais il peut y avoir un arrêt des paiements. Donc, ce modèle-là tient compte uniquement des coûts pour les médicaments. Ça ne prend pas en compte toutes les autres économies réalisées par le système de santé. S'il y a moins de visites à l'hôpital, moins de rendez-vous, moins de chirurgie parce que le traitement est plus efficace. Puis ça ne prend pas en compte non plus des économies pour les individus et les familles qui deviennent plus productifs, moins de manque d'école et de travail. Donc là, qu'est-ce que ça fait en chiffres? Donc, en bleu, ici, vous avez les économies en facteur 9 par année. Et là, les nombres de patients, donc 15, 30, 45, 60, ça c'est le maximum. Donc, on va sauver cet argent-là sur le facteur 9. Là, ici, c'est les coûts supplémentaires pour les thérapies géniques. Encore là, on va traiter 15, un autre 15, un autre 15, un autre 15, jusqu'à temps qu'on paye pour 60. Et après ça, ça diminue après les 6 ans de paiement. Tout ça, ça donne un impact budgétaire annuel. Ces chiffres-là sont là, en rouge. Donc, ça, c'est une perte d'argent pour les gouvernements par rapport au facteur 9. Mais à partir de l'année 7 ou 8, on est dans le noir. On a un impact budgétaire positif pour le budget en santé. Et si on regarde le budget cumulatif, on est déficitaire pendant 10 ans, mais rendu
l'année 10 ou 11, soudainement, on est dans le noir. Ça veut dire que l'investissement total devient une économie de coûts. Donc, moi, je réponds à la question, est-ce que ça peut être rentable? Est-ce que le coût-efficacité peut être positif? Je pense que oui, avec un modèle de paiement imaginatif. Et je ne suis pas le seul qui dit ça. Les études faites aux États-Unis par les gens bien plus compétents que moi sont venus à la même conclusion. À la longue, la thérapie génique, c'est payant. Non, est-ce que les gouvernements vont voir à long terme? Est-ce qu'ils peuvent regarder 10 ans en avance? Souvent, non. Je pense que ça va être notre travail de les convaincre qu'il faut être, il faut être visionnaire, il faut regarder plus long terme. Ça, j'arrête là. Je tiens je veux souligner notre programme d'éducation de la thérapie génique. Donc, on a un beau livret avec beaucoup d'informations. On a des balados avec une dizaine maintenant, un 11e qui s'en vient, avec les experts mondiaux en hémophilie et en thérapie génique. Et ça, c'est le premier webinaire. Et on s'attend à produire d'autres d'ici cette année et l'année prochaine. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va passer la période de questions. Merci beaucoup, David. Toujours très intéressant. Effectivement, on va passer à quelques questions. On a encore un petit peu de temps. Je vais regarder dans les questions qu'on a reçues. Est-ce qu'on peut recevoir une thérapie génique si on habite dans une province où elle n'est pas administrée, où elle n'est pas remboursée? Bon, deux questions différentes. Moi, je pense que le thérapie génique va être administré seulement à quelques places au Canada, peut-être une place au Québec. Donc, si vous n'êtes pas dans cet endroit-là, il va falloir que vous allez dans l'hôpital où on va administrer, au moins pour la perfusion. Mais c'est juste une journée. Après ça, vous retournez chez vous et le suivi se fera dans votre centre de traitement de l'hémophilie. Donc, je pense que c'est pas, la réponse est oui. Vous pouvez avoir un traitement même si votre hôpital ne fait pas d'administration. Par contre, si votre province ne rembourse pas, je pense que la réponse est non. L'autre province ne paiera pas pour votre traitement. Et je demande à peut-être Jean Saint-Louis qui, peut-être si vous rajoutez quelque chose au niveau de l'endroit de l'administration. Bien, c'est ça. Je pense qu'en termes de centraliser une certaine expertise pour manipuler le produit, les pharmaciens, la conservation, je pense que c'est avantageux d'avoir une certaine centralisation dans quelques centres. Mais je pense que toutes les équipes vont devoir être familiers puisque les patients vont retourner dans leurs équipes et avec des protocoles très précis pour le suivi des effets secondaires et le traitement éventuel aux stéroïdes. Donc, une chose qu'on va demander au gouvernement, c'est que si on rembourse le traitement, il va falloir rembourser les gens pour leur voyage. Donc, si le produit est administré à Toronto, et vous ne restez pas à Toronto, mais vous ne devriez pas être pénalisé parce que vous restez loin. Donc, je pense qu'il faudra prévoir un certain remboursement au niveau des frais de voyage pour la perfusion. Concernant votre modèle, M. Page, est-ce que vous le voyez qui s'applique aux produits pour le facteur 8, la thérapie génique du facteur 8, ou c'est plus difficile à ce moment-là? Moi, je pense que l'argument pour le facteur 8, l'hémophilie A, ça va être beaucoup plus difficile à faire parce que la durabilité, comme vous avez montré, est moins certain et moins longue. Donc, peut-être qu'il va falloir ajuster le prix euh, pour que ce soit rentable. Mais je pense que vraiment la beauté de thérapie génique en hémophilie B, c'est la durabilité. Ça risque de durer 10 ans et plus. Et c'est ça qu'il faut, je pense que c'est ça qui sera attrayant pour ceux qui payent. Si le traitement est, le nombre de traitements est limité, comment on décide qui le reçoit? Qui va décider ça, puis comment on décide? Bon, je vais essayer de répondre.
et là, c'est ça, Dr. Saint-Louis après, c'est certain que le nombre de personnes qui peuvent subir le traitement, ça sera limité au début. Limité parce que les compagnies ne pourront pas fournir un grand nombre de doses, parce que les gens c'est pas tout le monde qui est intéressé, et parce que les centres de traitement ne sont pas tous prêts à traiter beaucoup de patients très vite. Donc, je pense que il va falloir décider qui va bénéficier le plus. Donc, quand ça devient accessible, ce n'est pas pour tout le monde, mais parmi ceux qui veulent suivre le traitement, qui a vraiment besoin. Donc, des gens qui peut-être ne fonctionnent pas très bien en prophylaxie maintenant à cause soit de l'accès veineux ou qui continuent à avoir des hémorragies malgré la prophylaxie. Donc, ça, il va falloir y penser, peut-être avoir des critères d'accessibilité qui vont faire en sorte que les gens qui ont le plus besoin peuvent l'avoir en premier. Dr. Saint-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que les principes éthiques s'appliquent et je pense on espère ne pas devoir mettre des gens sur une liste d'attente, mais je pense que ma perception de ma clientèle, c'est que nos patients sont encore relativement prudents face à ce type de traitement-là. Je pense qu'il va y avoir un intérêt grandissant graduellement et j'anticipe pas nécessairement, à moins qu'on nous dise c'est approuvé au Québec, mais vous avez droit à 2 traitements pour les prochains 5 ans. Il ne faudrait pas que, si le traitement devient disponible, que ce soit en nombre tellement limité qu'on soit obligé de refuser des patients. Donc là, je pense que le fardeau revient aux compagnies pharmaceutiques là, qui font à ce moment beaucoup de promotions en anticipation du traitement. Si après, on est obligé de refuser des cas, ce serait vraiment décevant de leur part. Donc, jusqu'à maintenant, ce n'était pas la notion que j'avais qu'il y était pour avoir un manque d'accès par impossibilité des compagnies pharmaceutiques de fournir le produit. Puis comme on a 2 produits, on peut espérer qu'il y aura suffisamment de produits pour les besoins du Canada. Oui. Mais ça se peut que les gouvernements disent, parce que ça coûte tellement cher, on va aller graduellement avec un nombre limité par année. Ça reste à voir. On arrive à la fin de notre soirée, mais on va quand même, David, vous poser une dernière question. On l'a posée à tout le monde, vous n'allez pas vous en sortir. À quoi vous vous attendez le plus avec optimisme de l'introduction de la thérapie génique de l'hémophilie B? Parce ce qu'on comprend, là, c'est que c'est vraiment elle qui va être la première à arriver véritablement sur le marché. Oui, mais moi, je regarde les chiffres que Dr. Saint-Louis a montrés. Je suis moins optimiste à court terme pour l'hémophilie A à cause de le manque de durabilité. Mais je suis très optimiste pour l'hémophilie B. Il y a 2 produits. Ils ont chacun des avantages. La durabilité semble assez stable pendant des années, peut-être 10 ans ou plus. Et c'est ce que les patients ont demandé. On a fait un sondage des patients, puis les autres, ils nous ont dit, on s'attend que ça fonctionne 10 ans ou plus. On ne voudrait pas faire ça pour retourner en prophylaxie après 5 ans. Donc, c'est ça qui est prometteur. L'autre chose qui est prometteur, c'est qu'il y a d'autres choses, comme vous avez dit tantôt, il y a d'autres thérapies géniques qui s'en viennent pas cette année, pas l'année prochaine, en 5 ans ou en 10 ans. Donc, ce n'est pas la fin du monde si le monde dit, moi, je vais attendre, je vais voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais merci beaucoup. C'est tout pour cette dernière présentation. C'est tout pour ce premier webinaire sur la thérapie génique. Je voudrais remercier évidemment chaleureusement Dr. Saint-Louis, David. Vos 2 présentations étaient fantastiques. Vous nous avez certainement bien instruits, autant sur la thérapie elle-même que sur son accès.
Évidemment, on voudrait remercier chaleureusement aussi, sincèrement, nos partenaires, Pfizer Canada et CSL Behring Canada, par qui notre programme d'éducation à la thérapie génique est possible grâce à des commandites sans restriction de leur part. Évidemment, merci à tous ceux et celles qui ont choisi de passer leur soirée de Journée mondiale d'hémophilie avec nous en parlant de thérapie génique. Très sexy. David vous en a parlé. Je vous rappelle qu'on a notre programme d'éducation à la thérapie génique comprend plusieurs items. Évidemment, le webinaire de ce soir est le premier d'une série de webinaires. On a aussi une série de balados. 10, comme on disait, un 11e qui s'en vient. Le 10e étant un débat sur l'hémophilie, la thérapie génique pour l'hémophilie A. Et là, le 11e sera un débat pour la thérapie génique pour l'hémophilie B. Et puis, on a le livret qui est complet. Alors, vraiment, je vous invite à aller sur le site web de la SCH. C'est hemophilia.ca. Ben, sur la page d'accueil, vous allez accéder, /FR, /thérapie génique. Alors, merci encore tout le monde de votre présence parmi nous. Merci à nos conférenciers. Nous sommes très heureux d'avoir pu faire ce premier webinaire, le premier d'une belle série. On a encore plein de questions à poser et plein de réponses à recevoir. Alors, je vous remercie encore tout le monde et je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée. À très bientôt.